que vous avez pu poser sur ma page Facebook, sur Twitter ou sur l'un de mes sites. Je crois que tu as trouvé une question sur Trendemic.net, est-ce bien ça? Exactement, nous avons une question de Claire qui ne comprend pas la différence entre innovation disruptive et radicale. Et elle te demande de lui expliquer davantage le terme d'innovation radicale en prenant l'exemple du e-learning. Est-ce que c'est une innovation radicale ou disruptive ou bien les deux? Eh bien d'accord, très bien. En fait, pas de problème Claire, tout le monde est perdu avec cette histoire d'innovation disruptive. Alors déjà, disruption, disruptive, j'ai autant envie d'utiliser ce mot que de mettre ma langue sur les deux pôles d'une pile. Bref, alors la définition de base qu'il faut juste connaître, qui paraît simple, une disruption, c'est lorsqu'un mouvement linéaire subit une rupture. Donc vous vendez des produits, tout va bien, et d'un seul coup, il y a une loi qui vous interdit de vendre ces produits. Ou il y a une crise économique, ou il y a une nouvelle technologie qui fait que les machines à écrire que vous vendiez sont complètement dépassées, has-been, plus personne n'en veut. Ça, c'est une rupture, donc une disruption. Maintenant, si on veut parler en termes d'innovation, il y a deux approches qui s'opposent ou se complètent, ça dépend comment est-ce qu'on le voit, qui mettent en avant deux personnages qui proviennent d'environnements bien différents. Je vais commencer par le premier, qui est Clayton Christensen, qui en 1995 a publié un article, c'était en janvier 1995, dans Harvard Business Review, dans lequel il commençait à parler de technologie disruptive et d'innovation disruptive. Donc je crois que son bouquin est par là, voilà. Il a publié un bouquin en 96 ensuite, je ne sais pas si vous voyez, c'est celui-là. Donc Clayton Christensen, lui, il a vraiment une approche économique où il met en face des incubants et des innovateurs. Les incubants étant une entreprise bien établie, qui sert des clients, qui le connaissent depuis longtemps et qui, à force d'amélioration continue, a proposé des produits de plus en plus complexes, de plus en plus chers, où finalement cet incubant propose des produits qui sont peut-être un petit peu trop développés par rapport à l'usage que peuvent en avoir les clients. Bon, tous ceux qui utilisent Excel ou Word, vous voyez ce que je veux dire. Et de l'autre côté, on a donc les innovateurs qui arrivent sur le même marché que les incubants, mais en proposant un produit moins performant, donc moins cher, plus simple à utiliser, plus facile à acheter, et qui va commencer à grignoter petit à petit soit directement des clients, soit des personnes qui ne sont pas servies par l'incubant parce que leur produit est trop cher et trop compliqué, et qui veulent une alternative. Alors Christensen a notamment utilisé le cas à l'époque des disques durs. Ok, ça c'est l'approche économique. Ensuite, il y a une approche beaucoup plus concrète, qui est une approche méthodologique, qui a été développée par TBWA, donc une agence de pub, connue notamment dans les années 80, je crois, pour la pub pour Apple. Et donc c'est le PDG de l'époque, je ne sais plus s'il est encore, en tout cas voilà, aujourd'hui je crois qu'il a l'UNICEF, qui s'appelle Jean-Marie Dru, dont lui aussi a publié un bouquin qui date de 96, le voici, dans lequel il parle de disruption. Mais là, on n'est plus dans l'approche économique, on est vraiment dans la méthodo. Et cette méthodologie se repose sur plusieurs étapes, en tout cas les deux plus connues, qui étaient sans doute hyper disruptives à l'époque, et aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, étaient d'identifier les conventions que l'on peut avoir, ce que moi j'appelle les clichés. Donc par exemple, la convention, pour reprendre l'exemple de Claire dans la formation, il y a 10 ans, on va dire que ça aurait été de devoir aller dans une salle, écouter un type qui vous passe des PowerPoint et noter ce qu'il nous dit en faisant les exercices. Ça, c'était la convention. Et une fois qu'on a identifié les conventions, c'était de réfléchir en fait à toute une série de questions, d'inventer des questions qui commencent par what if. Donc et si ? Donc, et si on ne se réunissait plus dans une salle? Et si on n'avait plus besoin d'écouter quelqu'un de physique? Et si on n'avait plus de PowerPoint? Et si on ne savait pas à quoi on allait être formé avant d'aller à la formation? Etc. etc. En allant du plus sérieux au plus barré. Et en fait, ça permet de donner une série de pistes qui permet de réinventer ensuite. Alors là, le coup, puisqu'on est dans la pub, ça marque. Mais en allant beaucoup plus loin, ces pratiques, ces méthodos, etc. etc. Voilà. Donc ce qui fait que, je résume, d'un côté, on a une approche, une méthodo d'une boîte qui vend des journées qui s'appellent les Disruption Days à des entreprises qui ont les moyens. Là, on a une approche économique qui aujourd'hui assez décriée parce qu'elle est hyper étroite et en plus elle a fait croire à toute une bande de petits jeunes qu'il suffisait de lancer une start-up pour aller disrupter la Société Générale, Renault ou IBM ou que sais-je. Et il y a mon approche, pour répondre à la question de Claire. Mon approche est de dire qu'en fait on s'en fout.
Il faut arrêter d'utiliser disruption à tort et à travers et essayer de réduire autant qu'on peut la définition. C'est pour ça que lorsque je parle d'innovation, contrairement à ces deux-là, qui eux considèrent qu'il y a deux types d'innovation, l'innovation continue, on cherche à prolonger la vie d'un produit qui existe depuis longtemps, en changeant sa couleur, son prix, ses fonctionnalités, etc. Et l'innovation disruptive, qui est l'innovation à la Jobs, Elon Musk ou que sais-je. Pour eux, il n'y a que ces deux-là. Pour moi, en réalité, il y en a quatre. Il y a l'innovation continue, j'y touche pas, je suis d'accord. Ensuite, il y a l'innovation adjacente, qui est hyper importante, qui est innover en s'adaptant aux grandes tendances du secteur, du marché, aux grandes tendances sociétales. La troisième, selon moi, c'est effectivement l'innovation disruptive, mais plutôt dans cette approche-là, en essayant de réfléchir à son produit et en trouvant une façon plus simple, plus facile, moins chère et voire plus communautaire, plus collective pour vendre son produit. Et la quatrième, qui est l'innovation radicale. Et là, je prends cette approche-là. Effectivement, je vais identifier les grands clichés, je vais les dynamiter pour essayer ensuite d'inventer de nouveaux produits qui vont peut-être nous fâcher avec nos clients actuels, mais qui vont nous mettre sur dans la prochaine boîte, dans le prochain marché, dans le prochain mouvement. Voilà, donc si on est sur de l'innovation, sur de la formation, innovation continue, je sais pas, vous changez de sujet, vous l'adaptez aux nouvelles lois du moment. L'innovation adjacente, vous regardez les grandes tendances qu'il y a en ce moment. Alors notamment les tendances aujourd'hui, c'est de faire plus court, c'est de faire plutôt un quart d'heure, 20 minutes, faire des flashs, des formations flash qui durent maximum 3 heures. Si vous regardez les innovations disruptives, et là dans le coup, vous allez être 100% full web et vous vous appelez Woonos par exemple, qui propose des formations à l'orthographe, etc. sur des formations d'1 quart d'heure tous les jours pendant 3 mois. Ou alors, vous faites de l'innovation radicale, et dans ce cas-là, vous sortez des conventions, vous ne faites plus de formation, simplement vous faites des petites vidéos sur Internet que les gens vont trouver et qu'ils vont écouter en fonction du problème qu'ils ont à résoudre maintenant, pour éviter de se taper les 3 heures ou les 2 jours de formation. Voilà Claire, eh bien à la prochaine, on va passer sur une autre question dès demain. À bientôt.